Alors merci beaucoup pour cette belle présentation. Effectivement, j'ai relevé 2 points en particulier qui m'intéressent. C'est l'idée de banalisation. Finalement, c'est ce que Gramsci appelait le sens commun. C'est-à-dire que le transhumanisme veut faire de son idéologie un sens commun à travers d'ailleurs plusieurs actions. Une action universitaire, l'universalité de la singularité par exemple. Une action en termes de lobby, une action économique, une action vraiment culturelle. Donc ça, c'est déjà un point qui est très intéressant dans cette logique transhumaniste et sur la façon dont on peut la penser. Et puis ensuite, il y a un vrai travail sur les mots, donc sur l'idée de progrès. Donc on réinvente ce que c'est finalement que le progrès. On pense un nouveau type de progrès. Moi, ça m'a fait penser effectivement au travail qu'on a fait avec des lycéens au lycée Pierre-Gilles de Gênes dans le 13e arrondissement ici à Paris. Et on s'est rendu compte qu'avec les lycéens, finalement, qu'en pensant à la question du don d'organes, la définition de la vie et de la mort ne vont pas de soi. Alors, ça influe énormément sur est-ce que je donne mes organes, est-ce que je les donne pas, est-ce que j'accepte de donner les organes de quelqu'un de ma famille qui vient d'avoir un accident, par exemple. Oui, parce qu'effectivement, la question de la mort, c'est le moment où le cœur s'arrête, ou bien est-ce que c'est la mort cérébrale, qui est une nouvelle définition de la mort. Donc, quand est-ce qu'on peut retirer les organes ou pas. Voilà. Donc, on en revient toujours là, on en revient toujours au fondement et aux définitions, même quand il s'agit effectivement de la vie, de la mort, de la procréation. Donc, c'est un vrai travail culturel et un vrai travail sur le langage aussi auquel on a affaire avec le transhumanisme. Et sur ces questions de bioéthique de manière plus générale. Donc on a eu un pan effectivement plus dominant qui est la question du transhumanisme, et on a un pan, on va dire, qui monte avec cette question de la zoopolitique, qui n'est absolument pas dominante, qui est en réflexion, en élaboration, et dont on parle de plus en plus au sein de la société et dans les médias. Et Georges Chapoutier va nous présenter cette question de la zoopolitique. Donc voilà, à la fois, il est à la fois philosophe et biologiste. Merci, bonjour à tous. Donc le mot zoopolitique, c'est un mot nouveau, pas très utilisé actuellement, mais qui je pense est appelé un bel avenir dans la mesure où l'animal est un thème qui intéresse beaucoup, qui questionne beaucoup la société d'aujourd'hui. Alors zoopolitique, ça vient de zone, l'animal, et police, la ville, la politique étant la gestion des affaires de la cité. On va voir à la fin comment peut s'articuler cette gestion des affaires de la cité qui impliquerait l'animal. Le terme même de zoopolitique, on le trouve, alors je ne suis pas sûr d'être exhaustif, mais enfin on le trouve chez Derrida dès 2000 dans son livre L'animal que donc je suis. Ça a été repris ensuite par un élève de Derrida qui s'appelle Lored. Et puis, on le trouve aussi en particulier chez Corinne Peluchon, qui est une philosophe moderne qui s'intéresse beaucoup justement au rapport de l'animal et de la cité, de l'animal et des problèmes politiques. On le trouve aussi, alors pas sous la forme de zoopolitique, mais de zoopolis, dans un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui est le livre de Donaldson et Kim Lika, qui s'appelle Zoopolis, justement, et qui vise à définir quel comportement l'homme peut avoir, l'homme de nos jours, l'homme moderne, avec différents groupes d'animaux, les animaux domestiques, avec qui il a des rapports politiques très clairs, très présents. Les sauvages, à qui il a beaucoup moins de rapports, qui sont un peu indépendamment de lui, qui vivent leur vie ou leur politique différemment de la sienne. Et puis des animaux de transition, comme les rats, les pigeons, etc., qui ne sont pas vraiment apprivoisés, pas vraiment domestiques, sans être vraiment totalement sauvages. Alors, on va revenir à la fin de mon exposé sur cette question de zoopolitique, mais je vais vous montrer comment on est arrivé là, vers ce terme moderne, assez nouveau. Comment est-ce qu'on a conçu dans le passé les rapports de l'homme et de l'animal, et comment on est arrivé justement à cette conception de zoopolitique. Alors il y a eu dans le passé 3 grandes conceptions qui président à la relation éthique de l'homme vis-à-vis de l'animal. On peut les appeler l'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. Et je voudrais dire quelques mots de ces 3 grands groupes de notions qui nous mènent aux positions d'aujourd'hui. L'animal humanisé, c'est la conception qui est la plus présente dans l'histoire des civilisations. On la trouve extrêmement répandue. Dans l'Occident d'aujourd'hui, dans l'Occident ancien, dans l'Occident des siècles passés, par exemple, lorsque un animal avait blessé ou tué un homme, il était conduit devant un tribunal, jugé comme un être humain, avec des avocats pour le défendre, et éventuellement condamné s'il était considéré comme coupable. Ces procès d'animaux ont eu lieu au Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Le sommet, ça a été probablement atteint au temps de Louis XII par l'évêque d'Autun,
qui a assigné les rats au tribunal parce qu'ils transmettaient la peste. Et il a proposé qu'on les excommunie. Il a perdu son procès. Et on le sait par l'avocat des rats qui s'appelait Barthélemy Chassanet et qui a raconté comment il avait défendu ses petits clients et qu'il les avait, en quelque sorte, délivrés d'une injuste proscription. L'animal humanisé se retrouve bien sûr dans la littérature, dans tous les romans, les fables, où l'animal sert en quelque sorte de modèle de morale à l'homme pour donner des leçons de morale à l'être humain. Il se retrouve bien sûr aussi dans toutes les expressions populaires, courageux comme un lion, dormir comme un loir, etc., etc., etc. Dans beaucoup de civilisations, l'animal est non seulement humanisé, mais même divinisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière franche entre les hommes, les animaux, les dieux. Disons que presque toutes les religions polythéistes ne distinguent pas vraiment de telles frontières. Alors il y en a des quantités d'exemples, bien sûr, dans l'Égypte ancienne, que vous connaissez tous, dans le Nouveau Monde, de Quetzalcoatl d'un serpent à plumes, dans le monde moderne, dans toutes les religions de l'Asie, il y a des exemples comme cela. Par exemple, dans l'hindouisme, le dieu des marchands et des voyageurs, Ganesh, est un dieu éléphant. Dans la Grèce, nous sommes les héritiers. Il y a beaucoup vous savez, les dieux mineurs, le dieu Pan a des pattes de bouc, il y a des centaures, il y a des harpies, etc. Les dieux principaux comme Zeus n'hésitent pas à se transformer en animaux pour séduire des mortels. Et à cette conception qui ne sépare pas l'animal, les hommes, les dieux, il faut ajouter que dans beaucoup de religions polythéistes, il y a ce qu'on appelle la métempsychose, c'est-à-dire la croyance que, après la mort, l'âme humaine peut s'intégrer dans un corps animal. Ici encore, c'est extrêmement répandu, ça se trouve bien sûr dans toutes les grandes religions de l'Orient moderne, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme et toutes leurs variantes, dans beaucoup de religions anciennes, y compris la Grèce dont nous sommes les héritiers. Je rappelle souvent que le grand philosophe Platon croyait dans la métempsychose. Enfin, dernier exemple, si j'entends dire, de l'assimilation de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme, exemple beaucoup plus noir celui-ci, c'est l'esclavage. C'est-à-dire les cas où l'homme est traité comme un animal. Et toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage, et même de nos jours, quand on gratte un petit peu de différents traitements humains comme le traitement des enfants ou la prostitution, on trouve des choses qui ressemblent beaucoup à l'esclavage. Donc ça c'est la première façon, c'est la façon la plus répandue, l'animal considéré comme un homme. Deuxième conception possible, l'animal considéré comme un objet, l'animal objet. Alors ça nous paraît à nous l'opposé de l'animal humanisé. Ça n'a pas toujours été, puisque dans beaucoup de civilisations, l'homme était considéré lui-même comme un animal, donc comme un objet. Il n'y avait pas vraiment de coupure entre l'animal humanisé et l'animal objet. L'esclave était un objet, souvent la femme, l'enfant, etc., etc. De nos jours, effectivement, il y a une opposition franche entre les deux conceptions. Et l'Occident, la civilisation occidentale, s'est très largement développé dans le cadre de cette conception de l'animal-objet, qui a été très largement imposée par Descartes et ses successeurs. Je rappelle que Descartes considère le corps animal comme humain comme une machine, et il n'a pas tort. Il fonde la biologie en ce sens, mais il ne s'arrête pas là. Il va dire, certes le corps animal et le corps humain sont des machines, mais l'homme échappe à son statut de machine, parce que lui, outre son corps matériel, il a en plus une âme qui relève de Dieu. Dualisme de l'âme et du corps. Et l'animal n'ayant pas d'âme, lui, il est relégué au rang d'objet, d'automate, que Descartes compare de façon maladroite aux automates de son temps, qui ne sont pas très sophistiqués. Et donc, on a cette conception de l'animal-objet qui est encore extrêmement présente de nos jours, même si elle a toujours été contestée au cours de l'histoire. Même au temps de Descartes, des écrivains comme Madame de Sévigné ont contesté cette notion d'animal-machine, animal-objet, mais elle reste très présente de nos jours. Je vais vous donner un seul exemple, si vous voulez, de nos jours. Quand un troupeau a la fièvre afteuse, une maladie qui ne se transmet pas à l'homme, qui est purement animale, vous avez vu, on tue des animaux, on a des montagnes de cadavres que vous avez dû voir. Et on dit, bien sûr, c'est beaucoup moins cher de les tuer que de les vacciner. Donc voilà un exemple parmi des centaines d'autres possibles de l'animal moderne considéré comme un objet. La seule conception plausible aujourd'hui de l'animalité, c'est l'animal être sensible, dont on entend beaucoup parler. Ce qui est original, c'est que cette conception dérive finalement de la science elle-même, de la science cartésienne, puis bernardienne, qui a analysé
le corps des animaux et a vu finalement qu'ils se comportaient, ils fonctionnaient comme nos corps à nous. Les animaux, au moins les animaux les plus proches de nous, c'est-à-dire ceux qui sont fortement céphalisés, ils respirent comme nous, ils se nourrissent comme nous, ils se reproduisent comme nous, ils ont des émotions comme nous, etc. etc. Donc toute la science a amené finalement, par une sorte de retour un petit peu vers un animal davantage proche de nous et davantage différent de l'objet. La science elle-même, qui était partie sur la base que l'animal était un objet, est arrivée finalement à son opposition, à sa contradiction. Il y a eu cela, il y a eu le fait aussi que la théorie de l'évolution montrait que non seulement l'homme et l'animal étaient proches, mais que l'homme descendait de l'animalité, qu'il était issu d'un groupe d'animaux particuliers, les singes, les primates, et très proches cousins des chimpanzés. Enfin, le développement de la science, et de l'éthologie notamment, a montré que non seulement les animaux, ici encore, je m'attache surtout aux animaux les plus proches de nous, céphalisés, mais aussi les autres, bien sûr, étaient non seulement proches de nous en ce qui concernait leur nature, mais aussi même leur culture, leur intelligence. On trouvait des capacités de mémoire comparables à celles de l'homme, on trouvait des capacités de conscience, contrairement à ce qu'a dit Descartes, chez beaucoup d'animaux, qui ont des formes de conscience de leur environnement, même d'eux-mêmes dans certains cas, et puis des formes de culture qui, sans être aussi compliquées que les cultures humaines, en sont un peu les prémices. Les animaux sont capables d'utiliser des objets, de manipuler des objets comme des outils, pour ouvrir des coquillages, pour casser des noix, pour etc. etc. Ils sont capables d'avoir des communications, souvent très compliquées, même quelquefois des langages. Alors pour les éthologistes, le langage, ce sont des communications qui font référence à quelque chose qui n'est pas présent dans l'environnement. Par exemple, une abeille qui trouve une source de nourriture va à la ruche et par une sorte de danse, elle va communiquer à ses congénères la direction par rapport au soleil et la distance de la source de nourriture, peut-être la quantité de nourriture. C'est un proto-langage très simple, 3 mots, mais enfin c'est une forme de langage quand même. Plus compliqués sont les langages que l'on peut enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles, qui n'ont pas les structures vocales, donc on leur donne à eux soit apprendre des langages par gestes, langage des sourds-muets, soit des langages arbitraires comme des figures sur un écran d'ordinateur, un carré rouge pour une pomme, un rond jaune pour une banane, et ainsi de suite. Grâce à ça, les chimpanzés et les gorilles développent des langages, peuvent apprendre des langages de plusieurs centaines de mots et de règles de grammaire simples. Quelques exemples. Un chimpanzé avait appris le lait, écoutez, et la voiture. Et un jour, le laitier est arrivé, elle a dit, c'était une chimpanzé, j'entends la voiture du lait, j'entends la voiture du laitier. Un autre chimpanzé avait appris, il était en cours d'entraînement, il avait appris les couleurs, et puis 2 fruits, il avait appris la pomme et la banane, mais pas l'orange. On lui présente une orange, et il a affiché, donne la pomme couleur orange. Dernier exemple, un peu plus humoristique, un chimpanzé avait appris le mot sale, ma cage est sale. Et un jour, il voulait aller se promener, son expérimentateur ne voulait pas, et il a affiché sale bonhomme. Donc il a transféré le concept concret en quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors, c'est très amusant, il ne faut pas faire des chimpanzés des hommes pour autant, mais c'est amusant qu'ils soient capables de prendre ça. Je terminerai sur le langage, c'est un problème qui intéresse beaucoup, parce que le langage, on l'a vu tout à l'heure, c'est souvent ce que les philosophes donnent comme définition de l'homme. Je parlais du langage des chiens. Les chiens ne parlent pas, bien sûr, hein, mais ils comprennent beaucoup de choses. Certains chiens comprennent jusqu'à 300 mots, y compris la différence entre le mot qui est le nom d'un objet ou l'action qu'il faut faire vers cet objet. Par exemple, aller chercher l'os ou rester en signalement près de l'os, aller chercher le ballon ou rester en signalement près du ballon. Donc, la distinction entre le nom de l'objet et l'action effectuée, c'est-à-dire un verbe. On pourrait multiplier les exemples. Les animaux ont aussi des notions de morale ou de proto-morale dans beaucoup de groupes. Il faut que les individus ne fassent pas n'importe quoi, les individus vis-à-vis les uns des autres, ou dans une famille, que l'enfant, la famille c'est une petite société, l'enfant ne fasse pas n'importe quoi par rapport à ses parents, et donc il y a des règles chez beaucoup de groupes d'animaux, ça a été beaucoup étudié par Deval chez les chimpanzés. Les animaux ont des négociations, des punitions, des réconciliations, ils aident les handicapés, etc. etc., etc. Enfin, on trouve chez les animaux des normes esthétiques, c'est-à-dire des choix, des préférences pour certaines couleurs, certaines formes, certains motifs de chant pour les animaux qui chantent. Donc il y a des choix esthétiques également. Il n'y a pas, sauf quelques exceptions que je ne développerai pas ici, il n'y a pas vraiment d'œuvre d'art chez les animaux. Mais bien sûr, l'homme ne s'est pas privé de distribuer des crayons de couleur à des chimpanzés. Et alors, évidemment, le chimpanzé fait un dessin qui est centré, il préfère les couleurs vives, les couleurs primaires, les courbes plutôt que les choses un petit peu hachées. Donc il fait des dessins qui ressemblent beaucoup à ce que fait un enfant de 3 ans qui commence à barbouiller sur un dessin.
remarque, ces dessins effectués par les chimpanzés se vendent très cher sur le marché humain de l'art. Alors, voilà donc les trois positions, dont la dernière, c'est-à-dire l'animal être sensible, c'est quand même la notion la plus proche de ce qu'est l'animal, effectivement. C'est-à-dire un être qui ressemble à l'homme, c'est un être exactement son identique, mais qui a comme l'homme une sensibilité nerveuse, bien sûr. Il faut bien préciser ça. Sensible, c'est très vague. Hein. Une plante est sensible à la lumière, évidemment. Là, il s'agit d'une sensibilité nerveuse qui peut amener, chez les animaux les plus céphalisés, à la douleur ou à la souffrance. Donc voilà encore la situation qui amène donc à considérer que, finalement, pour des raisons biologiques, de nature, de culture, l'animal est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on a bien voulu croire, notamment dans tout l'Occident cartésien ou post-cartésien. Donc ça amène à, s'il est si proche de nous, comment faut-il le traiter? Et donc cette idée de zoopolitique qui joint finalement la science, la zoologie, l'éthologie, la connaissance scientifique de l'animal qui se développe de plus en plus, d'année après année, et puis la politique, la gestion des affaires de la cité, et donc le droit, qui va amener à lier ces deux choses. Et faut-il, à partir des bases scientifiques, zoologiques, éthologiques de l'animal, donner des conséquences politiques, c'est-à-dire dans le droit, donc faut-il donner des droits aux animaux, pour que ceux qui n'aiment pas les animaux ne fassent pas avec eux n'importe quoi. Donc voilà le sens de la zoopolitique. Alors, bien sûr, comme l'a dit Sébastien, ça étend la question de l'éthique à sa signification d'origine, c'est-à-dire la biologie, et pas seulement, comme on l'a cantonné très longtemps, les problèmes de l'homme, les questions des animaux, la question des environnements, la question des plantes même, dont on ne débattra pas aujourd'hui. Tout ça sont des problèmes de bioéthique qui méritent d'être considérés comme tels. Pour ce qui est maintenant de l'application de la zoopolitique dans des questions pratiques, le terme n'est pas encore très utilisé, mais il y a eu des choses. Il y a eu un parti qui réclame des animaux, un parti zoopolitique, en Pays-Bas, qui a eu 2 députés. Alors ça n'a pas été très loin, mais c'est l'ébauche de quelque chose qu'on pourrait voir se reproduire dans d'autres pays, comme on a vu fleurir petit à petit des partis écologistes. Il y a aussi en Suisse un avocat qui est spécialisé dans la défense des droits des animaux. Donc vous voyez, il y a des balbutiements pratiques du terme, mais ces balbutiements pratiques me suggèrent que ce terme, qui est encore peu utilisé, est appelé, à mon avis, à un grand avenir. Je vous remercie pour votre attention.